Alors, bonsoir à tous. Donc, il est 20h35. On avait rendez-vous à 20h30. Je pense que la plupart des participants inscrits, enfin, des inscrits sont arrivés. Donc, ce soir, on se réunit, on se retrouve ce soir pour parler du DMP et plus particulièrement de l'alimentation du volet de synthèse médicale dans le DMP. Voilà. Donc, l'objectif ce soir, c'est vraiment de faire un point pratico-pratique, puisque vous entendez tous et toutes parler du DMP, de ce qui est attendu par rapport à ce DMP. Et puis, il y a certaines innovations, certaines nouveautés, notamment réglementaires. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir le maximum d'informations et surtout d'informations concrètes pour utiliser ce DMP. Donc, ce que je dois déjà vous annoncer, c'est que le webinaire est enregistré puisque tous les professionnels qui souhaitaient participer ne pouvaient pas se rendre disponibles. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur retransférer ensuite l'enregistrement de la réunion de ce soir. En fait, on fonctionne ce soir par une logique, dans une logique régionale. C'est-à-dire que pour que les choses correspondent vraiment à vos attentes, nous n'avons pas fait de réunion départementale, mais nous avons fait le choix de réunion par logiciel. C'est-à-dire que ce soir ont été invités tous les médecins généralistes de la région des Hauts-de-France qui disposent du logiciel Crossway. Donc, voilà. Je suis Rachel Chauvet, donc de la CEPAM de l'Aisne, où j'ai en charge les relations avec les professionnels de santé et avec les établissements. Ce soir, j'ai ma casquette de référent e-santé et on travaille la Somme et l'Aisne de concert pour justement ce logiciel CGDIM. Donc, vous êtes assez nombreux, comme vous avez pu le voir. Donc, pour toutes les questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat qui sera à côté. Ça permettra, soit j'y réponds au fil de la présentation si la question correspond au moment où nous en sommes, soit on y répondra sur un temps dédié. Alors, la durée du webinaire, on a estimé qu'elle serait de 1h, 1h30. La présentation va être assez courte, en tout cas la présentation versant CEPAM. L'idée, c'est vraiment de laisser un temps plus long à l'éditeur pour vraiment présenter le logiciel et ses fonctionnalités, et puis aussi de laisser un temps pour que vous puissiez, vous, poser vos questions. Donc, je donne la parole à Monsieur Côté pour qu'il se présente lui-même et qui vient présenter le logiciel Crossway. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre participation. Merci à la CEPAM d'avoir organisé cet événement. Bon, effectivement, je suis Antoine Côté, je suis chargé de clientèle pour le groupe CGDIM sur une partie du secteur qui est représentée ce soir, puisque moi, je m'occupe essentiellement de la Normandie, du 60 et du 80, et toute l'autre partie des Hauts-de-France est gérée par ma collègue Caroline Caillot, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, effectivement, ce soir, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter au mieux les possibilités d'alimenter le VSM et comment l'envoyer soit sur le DMP, soit à la messagerie MS Santé. Merci. Alors, le DMP, la grande nouveauté du DMP, c'est son intégration dans l'espace numérique en santé. Il y a la loi de 2019 qui prévoyait la création automatique des DMP qui va se faire via cet espace numérique en santé. Concrètement, à partir du 1er janvier 2022, l'espace numérique en santé va être proposé à tous les assurés. D'ailleurs, ça s'appelle maintenant Mon Espace Santé. Donc, chaque assuré va avoir son espace santé de créer. Il aura la possibilité de refuser selon le principe de l'opt-out. Donc, en fait, concrètement, là, tout assuré va recevoir un courriel ou un courrier pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, ou en tout cas pas d'adresse mail connue de nos services. Et puis ensuite, il a le choix soit d'activer directement son espace santé,
soit de s'y opposer. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, dans un délai de un mois et 10 jours, je crois que c'est ça, l'espace santé est créé. Donc, le DMP est intégré à l'espace numérique en santé, c'est vraiment la grande nouveauté. Dans cet espace numérique en santé, dans mon espace en santé, donc on retrouve le DMP, qui est vraiment le pavé de cet espace. Alors, pour les personnes qui avaient déjà un DMP de créé, pour lesquelles on a beaucoup œuvré pour les créations, ce DMP va tout simplement être transféré, va être intégré dans son espace santé. Pour ceux qui n'en avaient pas encore, il va être automatiquement créé. Il y a 3 autres grandes fonctionnalités dans l'espace numérique en santé. C'est la messagerie santé. Donc, cette messagerie santé, elle est vraiment à l'initiative du professionnel de santé. C'est-à-dire que le professionnel de santé va pouvoir communiquer avec son patient. Le patient ne pourra pas initier un contact avec son professionnel, mais pourra répondre à un échange initié par son médecin. Il y aura également dans mon espace santé un agenda, alors bon, qui porte bien son nom, hein, un agenda avec tous les grands événements, un planning, en fait une planification des événements santé, et un catalogue de services. Donc, dans ce catalogue de services, c'est finalement un store avec des applications santé qui sont labellisées par l'État et qui vont permettre à chacun, puisque nous sommes aussi assurés ce soir, hein, qui va permettre à chacun de choisir les applications qui correspondent à ses besoins en santé. Donc, ça peut être des objets connectés, ça peut être des outils de suivi, de surveillance pour la glycémie, par exemple, pour les diabétiques. Enfin, voilà. Il y a tout un catalogue qui va être mis à disposition et qui va s'enrichir. Cet espace santé, c'est à partir du 1er janvier 2022 pour tout le monde. Il y a quelques caisses qui sont pilotes, dont la Caisse de la Somme. Et la Caisse de la Somme a déjà été pilote sur le déploiement du DMP. Donc, la Caisse de la Somme expérimente depuis le 1er juillet mon espace santé. Alors, pour donner quelques chiffres sur le DMP, donc depuis plusieurs années maintenant, nous œuvrons à la création. Donc, nous arrivons à 10 millions de DMP en France, dont 1 million dans les Hauts-de-France. Donc, on a un poids quand même significatif au niveau des DMP créés en France. Seuls 20%, un peu plus de 20% sont alimentés. Aujourd'hui, ils sont alimentés essentiellement par les établissements sanitaires et les EHPAD. Comme vous le voyez, hein, on a 287 professionnels de santé de ville qui l'ont alimenté. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les professionnels de santé de ville aujourd'hui n'ont pas ce réflexe d'alimenter le DMP, alors qu'ils ont un rôle vraiment prépondérant dans la prise en charge des patients et notamment les médecins traitants. L'intérêt du DMP, bien sûr, c'est pour le patient et pour le professionnel, c'est pour les deux. Pour le patient, parce que ça lui permet d'avoir toutes ces données médicales avec lui en permanence, où qu'il soit, que ce soit dans le cas de soins urgents, voilà, un patient qui a un accident loin de son domicile, qui est hospitalisé en urgence, effectivement, le DMP permet une prise en charge rapide et optimale. C'est intéressant également pour le professionnel de santé, puisqu'il permet vraiment d'avoir le suivi complet de son patient, de savoir quel est son suivi, d'avoir rapidement les comptes rendus hospitaliers, le cas échéant. Alors, le DMP, je le rappelle, le DMP qui est intégré dans mon espace santé, c'est le même que celui qui existait auparavant. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec, mais c'est vraiment le carnet de santé du patient et peut accéder à ce carnet de santé les professionnels de santé qui sont autorisés par le patient. Tout professionnel de santé ne peut pas y aller. Et qui plus est, il y a une matrice d'habilitation, ce qui veut dire que chaque catégorie de professionnels de santé ne peut pas aller consulter tous les éléments. Par contre, le médecin traitant, lui, a une vision globale sur le DMP. Alors, l'intérêt d'avoir justement cette visibilité et cette synthèse, c'est que les médecins des Hauts-de-France ont une grosse patientèle, une grosse file active. Hein, vous avez, là, j'ai mis quelques chiffres, et que parmi leurs patients, donc à peu près 1500 en moyenne, on parle bien de moyenne, il y en a à peu près 35% qui sont des patients exonérés, qui sont en ALD. Donc, ça veut dire des patients avec des comorbidités pour qui il est vraiment important d'avoir l'ensemble des données médicales, hein, le profil de patientèle. Donc, comme je vous l'ai promis,
les données sur le DMP, c'est assez court. Et je vais vous partager une petite vidéo qui dure 2 minutes d'un médecin de la Côte d'Opale qui… un médecin de la Côte d'Opale qui est convaincu par le DMP et qui finalement résume très très bien, je trouve. Hop, donc je le lance. Les intérêts de cet outil. Donc voilà. C'est un fond vert, non? Voilà. C'est un fond vert, la femme là. Je pense qu'il faut repartager l'écran avec la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire, mais c'est Parfait. juste que ça mouline un tout petit peu. Donc, bah, je te fais un café. Et tu parles ou pas des fois? Ça arrive tout de suite. Alors, la vidéo est très courte. Le temps de connexion de la vidéo est un peu plus long. Non, non, ça va. Merci. Ouais, bah t'inquiète, hein, ça va. Oui, s'il te plaît. Ah ouais, je vais essayer. C'est l'équivalent du carnet de santé transportable et toujours présent quand on en a besoin. Il suffit juste d'être connecté, donc accessible à tout moment par le patient, par le médecin et par les services d'urgence si malheureusement il y a besoin. Alors moi, je fais une synthèse où je remets, en gros, c'est ce qu'il y a dans nos dossiers patients, c'est-à-dire les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les traitements et les derniers vaccins. Je pense qu'elles sont toutes importantes dans le DMP, surtout tous les comptes rendus médicaux, s'ils peuvent y figurer, c'est vraiment important. Pareil pour les éléments biologiques et les vaccins. Je pense que ce qui est le plus utile en médecine générale, c'est vraiment le volet vaccin qui manque souvent et fait défaut. Alors finalement, c'est plus les patients polypathologiques avec beaucoup d'antécédents. C'est pour eux que c'est le plus intéressant pour qu'il y ait vraiment les comptes rendus médicaux. C'est de pouvoir récupérer des examens qui auraient déjà été faits, par exemple, récupérer des comptes rendus, éviter des redondances d'examens inutiles, parce que souvent il y a plein d'examens de faits et finalement il n'y a pas besoin de refaire, ou au contraire, une fois qu'on sait qu'il y a eu, par exemple, des polypes au niveau du côlon, on sait qu'il y a une surveillance. Donc retrouver l'info, retrouver la date de la dernière colo, les résultats, c'est important pour la prise en charge, la prévention et la suite. Ça peut demander un peu plus de temps, mais finalement, de devoir passer un coup de fil à tel service ou au labo pour récupérer des comptes rendus, c'est beaucoup plus long. Donc au final, ce sera une économie de temps, quoi qu'il arrive, quand c'est bien renseigné dedans. L'accessibilité, la confidentialité, puisque les patients peuvent choisir s'ils le ferment à certains médecins. Enfin, ils restent maîtres de leur DMP. Évolutivité, parce que je pense qu'il va encore beaucoup évoluer avec le temps. Donc effectivement, le DMP va encore beaucoup évoluer. Là, une des grandes nouveautés, c'est le profil médical. L'idée, l'objectif en tout cas, ce qui est envisagé, c'est que 95% des patients des assurés disposent de leur DMP. Donc je vais relancer le partage. Ouais, c'est ce que je me dis. Hop. Bah ouais, puis moi je ici elle est Voilà. bien isolée. Donc la difficulté du DMP aujourd'hui, pourquoi on fait cette réunion, c'est que bien sûr, si tout fonctionnait parfaitement bien, on n'aurait pas besoin de recommuniquer sur cet outil. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 10 millions de créés sur la France. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'alimentation, et l'alimentation notamment par les professionnels de santé. Et finalement, les difficultés du DMP tournent un petit peu en boucle, puisque s'ils ne sont pas créés, ils ne sont pas alimentés. S'ils ne sont pas alimentés, ils ne sont pas consultés. Et s'ils ne sont pas consultés, on ne voit pas l'usage, donc on ne les crée pas. Donc là, l'intérêt de mon espace santé, c'est que la création ne posera plus de questions puisqu'elle sera systématisée, sauf
propositions spécifiques. L'alimentation aujourd'hui, c'est vraiment le grand enjeu, et l'alimentation par les professionnels de santé. C'est l'alimentation par les professionnels de santé qui va permettre, et notamment par les médecins traitants, qui va permettre l'utilisation de ce DMP et son intérêt. Alors, bien sûr, il y a des freins qui ont été avancés et qui ont été entendus, et les freins étaient d'une part liés à la difficulté d'utilisation, au temps consacré, à la rédaction, à la création du volet médical de synthèse et ensuite à son transfert dans le DMP. Et puis la question du financement, parce que ce temps consacré qui était conséquent, et là les professionnels ont su le faire remonter, ont su se faire entendre, nécessitait aussi une prise en compte et une rémunération, en tout cas une indemnisation de ce temps consacré. Donc, l'avenant 9 vient de paraître au JO. Il a été signé le 30 juillet. Et cet avenant 9 a 4 axes. Et dans son 4e axe, on est vraiment sur l'engagement par rapport à l'engagement par rapport au virage numérique. Donc, vraiment, l'avenant 9 met un focus sur ce virage numérique. Et il va permettre d'engager ce virage numérique, donc l'utilisation des nouveaux outils, le démarrage de mon espace santé, par différents biais, différents leviers. Un des premiers leviers, c'est ce qui est issu des négociations Ségur et qui est un levier d'action auprès des éditeurs, et M. Côté pourra nous en dire peut-être un peu plus tout à l'heure. Il y a une négociation avec les éditeurs à qui sont octroyés des moyens pour que les éditeurs puissent faire des outils qui soient simples d'utilisation, intuitifs, et qui permettent la réalisation du volet de synthèse médicale de manière vraiment optimale. Alors voilà, il y a plusieurs choses qui ont été négociées, la maintenance, voilà. Donc ça, c'est un des premiers leviers, c'est d'agir vraiment sur les outils eux-mêmes. Un deuxième levier, c'est sur le financement, ce que je vous disais, sur la rémunération et en tout cas le temps consacré. Bien sûr, pour les médecins qui aujourd'hui ne font pas de volet médical de synthèse, de volet de synthèse médicale plutôt, il va y avoir un temps de remise à jour de ce VSM pour leurs patients. Donc, pour les aider à démarrer, il y a un financement qui est octroyé, notamment pour la patientèle ALD, puisque c'est vraiment sur cette patientèle qu'il y a un enjeu de santé publique, c'est que le volet de synthèse soit vraiment fait pour cette patientèle. Et il y aura une rémunération à hauteur de 1 500 € s'il y a 50% des volets médicaux de synthèse pour ces patients, donc voilà, 3 000 € s'il y en a plus, et une pondération si effectivement les volets de synthèse médicale sont sur un format qui est structuré. Donc ces 20%, ça va être acquis puisque la plupart des éditeurs se sont mis en ordre de marche, et en tout cas Crossway est en ordre de marche, et le VSM qui est créé par le logiciel permet de l'avoir au format structuré. Bien sûr, il y a un délai qui est accordé pour pouvoir réaliser ce rattrapage de VSM, et il y a qui court jusqu'en 2023. Ça va correspondre à peu près à la prochaine convention médicale. Donc, en tout cas, un premier forfait, la création d'un forfait qui va permettre le rattrapage de la création de ces volets de synthèse médicale. Et puis, dans un deuxième temps, il va y avoir également, la création de nouveaux outils, de nouveaux indicateurs dans le forfait structure. Je pense que vous êtes tous familiers maintenant avec ce forfait structure, avec un premier volet de prérequis qui incite à avoir des outils compatibles avec la messagerie sécurisée de santé, avec le DMP. Et là, dans le volet 2, on va faire un pas de plus, c'est-à-dire qu'on va demander à ce qu'il y ait des usages de ces outils. Ces indicateurs vont se rajouter aux indicateurs actuels, ne vont pas se substituer, c'est-à-dire qu'ils vont générer des rémunérations complémentaires, qui sont des rémunérations qui visent vraiment à indemniser le temps consacré et le service rendu aux patients. Le service rendu aux patients, ce n'est pas simplement le temps de la consultation, c'est également le suivi. Et voilà, donc c'est une rémunération qui permet de valoriser ça.
Donc, moi, j'en ai terminé pour vraiment les données de cadrage, de contexte, les grandes lignes réglementaires. Vos CEPAM vont venir vous rencontrer, vont communiquer auprès de vous sur l'avenant 9 et ses utilités. Donc, je ne vais pas le faire ce soir. Et puis, donc, je passe la main à Monsieur Côté pour qu'il puisse vous faire une présentation de sa société rapidement et puis surtout de son logiciel et comment faire le volet de synthèse médicale avec Crossway. Voilà, je vous laisse la main. Parfait, merci beaucoup. La présentation de la société, je ne sais pas si c'est réellement utile, puisque tout le monde nous connaît, puisqu'ils sont déjà clients chez nous. On va peut-être plus passer du temps justement sur la partie logicielle. Donc, l'idée ce soir, c'est d'évoquer Crossway. Ce que nous avons décidé, c'est de faire rapidement 2 cas pratiques. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, en gros, 2 cas pratiques, justement, sur tous les qu'on vous met à disposition, à la fois pour écoute, après, Raphaël, alors, je passe vite fait, hein, je ne peux pas passer longtemps. Si vous pouviez couper les micros. Oui, s'il vous plaît. Pour les personnes qui n'interviennent pas, pensez à bien couper vos micros, puisque sinon, on entend vos communications téléphoniques voilà, que vous ne souhaitez certainement pas partager avec nous. Voilà, merci beaucoup. Donc oui, comme je vous le disais, donc 2 cas pratiques. Un cas justement où le patient, son dossier est déjà correctement alimenté, donc comment en quelques clics générer le volet médical de synthèse et l'envoyer sur le DMP. Là où le dossier patient est effectivement pas très bien rempli, tout simplement pour vous montrer les outils qu'on vous met à disposition pour alimenter de façon structurée le dossier, pour générer le volet de synthèse. Donc, on va prendre le cas de Madame Demo Violette. Donc déjà, si on clique dessus sur la page d'accueil, on se rend compte déjà qu'on a pas mal d'informations de renseigner, de facteurs de risque, d'antécédents personnels, familiaux, de traitement de fonds, etc. Et donc, à partir du moment où on entre en consultation, donc, une fois qu'on est là, que le dossier est déjà correctement rempli, pour générer le volet de synthèse, il suffit tout simplement de cliquer sur « Documents » ici et générer le volet de synthèse médicale. Donc, en 2 clics, on arrive sur cette page qui va vous permettre d'afficher tout simplement la synthèse avec tous les éléments qui ont déjà été complétés de façon structurée. Avec la possibilité éventuellement sur la partie gauche, si toutefois il y a des éléments que vous ne souhaitez pas faire apparaître sur cette synthèse, on peut tout simplement décocher les éléments et comme ça ils sont retirés au fil de l'eau de la synthèse. Donc, on va tous les mettre histoire que la synthèse soit correctement complète. Et donc une fois qu'on valide la fiche de synthèse, elle est enregistrée dans la partie document. Ce qui fait que si vous souhaitez l'envoyer soit sur le DMP, soit l'envoyer sur le DMP, vous avez juste à recliquer sur la gestion des courriers ici. On retrouve les certificats standards et notre volet de synthèse. Et donc là, si on souhaite l'envoyer, on a juste un clic droit à faire, partager. Et donc là, soit vous l'envoyez sur le DMP, soit vous pouvez le partager avec vos confrères via la messagerie MS Santé. Donc voilà, vraiment en quelques minutes, à partir du moment où votre dossier est déjà structuré, vous pouvez d'ores et déjà alimenter le DMP avec ce volet de synthèse. Si vous souhaitez compléter le DMP avec d'autres documents, notamment les certificats, les différents courriers, sur le même principe, vous sélectionnez votre courrier, vous faites un clic droit, partager. Vous pouvez l'envoyer sur le DMP ou via la messagerie en PDF. Donc vraiment, en quelques clics, c'est très simple à partir du moment où vos dossiers sont déjà structurés. Et même si vous ne souhaitez pas passer par cette option des courriers ici, au moment où vous validez la consultation, vous avez juste à cliquer ici. Donc moi, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que j'ai des patients factices qui n'ont pas d'INS. Mais sinon, en cochant ici, vous sélectionnez pareil les documents que vous avez générés, les éléments que vous souhaitez envoyer sur le DMP. Donc, juste à la validation de la consultation, vous pouvez d'ores et déjà envoyer des éléments sur le DMP. Alors, il y a une question de ce côté, là je vous la lis. Quels sont les paramètres à saisir, à paramétrer avant d'avoir l'accès au VSM?
Peut-être quelque chose à repréciser dans votre présentation. Il n'y a aucun paramétrage à faire, hormis être à jour avec la dernière version de Crossway. À partir du moment où vous êtes sur la dernière version de Crossway, dans Documents, vous avez systématiquement l'onglet « Générer le volet de synthèse médicale ». Il y a Monsieur Le Bourgeois également qui questionne l'efficacité de l'outline de Crossway. Je ne pense pas que ce soit le sujet du soir. Après, on en est conscient, on y travaille, il y a des techniciens qui sont arrivés en supplément. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit l'objet de la discussion de ce soir. Mais toujours important de répondre à l'ensemble des questions. Est-ce que vous avez d'autres… voilà. Est-ce qu'il est possible d'envoyer le VSM sur la messagerie? Oui, comme je viens de le montrer, en fait, soit le VSM, soit Ah, alors, oui, il n'est pas possible sur AppyCrypt. Donc là, j'ai peut-être des éléments de réponse, hein. Ça dépend de quel AppyCrypt, en fait. De quelle version d'AppyCrypt. Ça doit être la AppyCrypt V2. Il y a une mise à jour qui est à faire. Et à partir du moment où vous avez AppyCrypt V2, c'est interopérable, hein. C'est considéré comme messagerie, sécurisée de santé. Par contre, l'AppyCrypt V1, effectivement, n'est pas considéré comme messagerie sécurisée de santé. Donc, il faut la V2 et la mise à jour. Absolument. Rachel, il faut non seulement la V2, mais il faut activer l'interopérabilité avec la MSS. C'est ça. C'est ça. C'est pas uniquement mettre à jour la V2. Il y a quand même une activation à faire pour que ça soit interopérable avec la MSS. Voilà. Ça fait 10 ans que l'on a ce style de réponse, Monsieur Le Bourgeois, oui. Alors par contre, ce soir, c'est pas Vivaldi, mais c'est vrai que c'est un des gros chantiers, un des gros sujets, hein, AppyCrypt, puisque nous avons la particularité dans les Hauts-de-France d'avoir beaucoup de professionnels de santé qui disposent d'AppyCrypt. La V2 s'est déployée, se déploie. Il faut, comme le disait Monsieur Ardouin, qui est conseiller informatique service, là c'est pas Mélanie, il faut effectivement en plus mettre en route, hein, démarrer l'interopérabilité. Et voilà. Et donc là, nous n'avons pas la main directement sur les possibilités d'AppyCrypt. C'est l'éditeur qui a la main dessus. Nous, on peut simplement négocier avec lui, inciter, accompagner. Et voilà. Et aujourd'hui, la V2 existe, hein, est mise à disposition. Et pour compléter, hein, sur AppyCrypt V1, vous savez que jusqu'à maintenant, le forfait structure était quand même validé, puisqu'il est demandé dans le volet 1 de disposer d'une messagerie sécurisée de santé, enfin d'une messagerie sécurisée de santé. Jusqu'à maintenant, il y avait une dérogation pour AppyCrypt, et notamment pour la V1. Aujourd'hui, la V1 ne sera plus reconnue comme messagerie sécurisée de santé pour valider l'indicateur du forfait structure. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au deuxième cas pratique, c'est-à-dire un patient donc, sur lequel il n'y a aucune synthèse, aucun élément dans la synthèse. Donc là, c'est pareil quand on ouvre le dossier du patient. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer les outils qui sont mis à disposition justement pour alimenter correctement le dossier patient. Donc, on a la partie antécédents et allergies ici. Donc, une fois que ça apparaît dans le menu déroulant, donc vous avez juste à cliquer sur les différents items et sélectionner les dictionnaires avec lesquels vous souhaitez travailler. Donc, la MM, la SIM10, la CISP que vous connaissez déjà. On vous met également à disposition un DICO CLM en fait, qui permet d'avoir vraiment les termes que vous utilisez au quotidien. Et on se charge, nous, de faire la transcodification en SIM10 pour que tous les antécédents et allergies soient structurés directement dans le dossier du patient. Si on met en antécédent personnel, je sais pas ce qu'on peut mettre.
une appendicite, son double-clic, et ça vient s'alimenter automatiquement dans les antécédents personnels. Idem pour les antécédents familiaux, si on met de l'HTA par exemple, hop, on retrouve les différents termes d'HTA, on les sélectionne et on a la possibilité ici sur la partie droite de sélectionner le membre de la famille qui est concerné par cet antécédent. Hop. On valide, c'est enregistré, et idem pour les allergies, toujours pareil, vous sélectionnez les différents dictionnaires avec lesquels vous souhaitez travailler. Et si on met allergique, je sais pas, presse par exemple, hop, on fait une recherche, on double-clique, ça vient s'alimenter. Pour toute la partie traitement de fond, donc sur le même principe, on clique ici et on ajoute un nouveau traitement de fond. Donc la raison de la prescription, hop, par exemple. Okay. Et après, on a la possibilité, justement, par rapport à ce problème, de rajouter les médicaments liés à cette pathologie pour qu'ils soient déclarés en traitement de fond. On a également un item ici, hop, qui s'appelle les facteurs de risque, en fait, qui est tout simplement un formulaire qui vous permet de calculer et de déclarer les différents éléments. Donc, si on accède ici au formulaire, ça reprend tout simplement la vie quotidienne du patient, avec la possibilité de renseigner les usages tabagiques, les modes de vie, le temps que ça s'affiche. Hop, voilà, les facteurs de risque principaux, hein, si jamais il y a de l'hypertension, les facteurs de risque mineurs en termes de stress ou de sédentarité, s'il y a une grossesse en cours, le dépistage sur l'alcool, donc avec les consommations d'alcool, de café, de thé éventuellement, tout ce qui est notion de tabac, hop, etc., etc. Et donc, une fois que vous avez rempli votre formulaire, vous avez juste à le valider. Comme ça vient s'alimenter dans les différents facteurs de risque. Et donc là, comme ça, une fois que vous avez renseigné tous ces items, comme tout à l'heure, il vous suffit de cliquer sur « Document », générer le volet de synthèse médicale. Comme ça reprend tous les items que vous avez renseignés ici sur la partie gauche, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce qu'effectivement, il y a quand même, ça paraît très intuitif, hein, comme ça, de ce côté. Il y a pas mal de choses, pas mal d'interfaces. Donc, je suppose que les médecins sont familiers de ces interfaces. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez éventuellement revenir? Profitez-en de ce côté-là, donc on peut lui demander. Donc, je vois une question pour le traitement de fond. Peut-on y retrouver une ordonnance déjà prescrite? Je vais juste enregistrer ici. Donc, effectivement, au moment où on va faire notre prescription de médicaments, dans les renouvellements, vous retrouverez, je vais peut-être prendre un patient justement sur lequel j'ai plus d'éléments que ça. Hop. Juste valider l'ordonnance ici. Hop. Donc ici, au niveau de la prescription de médicaments, donc là, on voit qu'il a un traitement de fond assez conséquent. Donc, si on va sur les renouvellements ici, ça vous propose soit l'historique des anciennes ordonnances, soit les renouvellements d'ordonnances liées à une pathologie. Donc, si on veut renouveler l'ordonnance liée au diabète sucré, par exemple, on double-clique dessus pour que ça vienne se mettre sur la zone de travail, tout simplement. Donc, on a une autre question, je ne sais pas si ça a bien répondu. Surtout, n'hésitez pas à préciser si la réponse apportée correspond à votre demande ou si vous avez besoin de précisions complémentaires. J'ai une autre question, c'est les différents items. Alors, la suite de la première question. OK, mais comment enregistrer une ordonnance comme traitement de fond? Je pense que l'idée, c'est d'aller retrouver la même ordonnance, c'est ça, et de la réactiver à chaque consultation. Est-ce que c'est ça, Madame Ledoux? En fait, quand vous vous mettez sur les traitements de fond ici,
On va en créer un nouveau, c'est le plus simple. Voilà, vous avez la liste de tous vos médicaments ici. Et après, vous pouvez les rajouter. Hop, ici. En cliquant ici, créer un nouveau traitement de fond. Alors, moi, vous pouvez prendre la parole également, hein. C'est vrai qu'on a demandé à ce que les micros soient coupés pour éviter les bruits de fond. Par contre, effectivement, pour préciser vos questions, n'hésitez pas à activer votre micro. C'est bien pour ça que je n'arrivais pas à tout couper tout à l'heure, puisque je souhaitais que chaque participant puisse le réactiver. Donc, n'hésitez pas. Alors, une question, alors, il y a deux questions, hein. La question de Monsieur Leroux, qui tous les patients ayant un DMP déjà créé peuvent automatiquement recevoir ce VSM. Qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas de DMP créé? Et comment savoir si le patient a un DMP créé? Donc vraiment, ce qui va changer la donne, c'est vraiment l'arrivée de mon espace santé qui va, par défaut, créer un espace santé à tous les assurés et dans cet espace santé, un DMP. Dans l'attente, effectivement, c'est lorsque vous insérez la carte vitale dans le lecteur, vous avez l'information si le DMP est créé ou pas. Donc, on estime effectivement à peu près ce que j'ai annoncé tout à l'heure, à peu près 95% des assurés qui auront un DMP. Donc, ceux qui n'en auront pas seront quand même des cas assez atypiques, assez exceptionnels. J'ai vu une autre question un petit peu au-dessus, sur laquelle on n'a pas encore répondu. Sur les items. Voilà, les différents items sont cochés de base. Comment faire si on ne veut pas valider l'ensemble des items dans le VSM? Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il suffit de décocher sur la partie gauche. Tourner sur l'interface. Qu'on avait tout à l'heure. Document, générer le volet de synthèse. Et donc là, en fait, tous les items sont déjà cochés en bleu. Et si on ne les souhaite pas, on peut décocher ici les items qu'on ne souhaite pas voir apparaître sur le volet de synthèse. Et on peut cocher alors, oui. Alors, donc d'autres questions. Alors, on fait quoi quand les patients n'ont pas de carte vitale? Alors, quand les patients n'ont pas de carte vitale, certes, c'est toujours la question. Je pense qu'on peut déjà le faire pour ceux qui ont une carte vitale. Si on le fait de manière systématisée pour ceux qui ont une carte vitale, ça va déjà permettre de démarrer l'alimentation. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pas du tout fait. Donc, on peut voilà, déjà démarrer à chaque fois qu'on le peut. On sait bien que c'est pas toujours simple et que tous les patients n'ont pas leur carte vitale. Il y a également une autre question sur la création. Alors, il faut savoir que depuis le 1er juillet, il y avait une communication là-dessus, mais il y a tellement, je sais qu'il y a beaucoup de communication qui émanent de l'assurance maladie, donc elle n'a peut-être pas été intégrée. En fait, depuis le 1er juillet, avec le démarrage de l'expérimentation de mon espace santé, les créations de DMP ne sont plus possibles. Donc, on peut simplement alimenter ce qui existe déjà et pour les autres, effectivement, attendre mon espace santé. Maintenant, comme je vous le disais, il y a 1 million de DMP créés dans les Hauts-de-France. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de patients qui ont leur DMP. Et voilà, ça va laisser, voilà, jusqu'au 1er janvier, jusqu'au démarrage de mon espace santé. Là, ça laisse 3 mois pour justement commencer à se familiariser avec l'outil, se familiariser avec le volet de synthèse médicale, se familiariser avec l'alimentation et avec tous ceux qui aujourd'hui ont déjà un DMP. Et puis, mon espace santé va permettre vraiment de prendre un vrai virage. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible de déjà démarrer et de démarrer de manière significative. Peut-on? Alors, Madame Ledoux, en fait, Madame Ledoux, moi je vous invite à à allumer votre micro et à poser clairement votre question parce que effectivement,
Peut-on créer elle n'a pas de micro. Peut-on créer un traitement de fond à partir d'une ordonnance déjà existante et non l'inverse? D'accord. Est-ce qu'on peut extraire, Monsieur Côté, est-ce qu'on peut extraire les médicaments? Dites-moi, Madame Ledoux, si c'est bien ça. Est-ce qu'on peut extraire les molécules prescrites pour créer justement créer le traitement de fond dans le volet médical de synthèse? Alors là, je pense qu'il faut un outil qui puisse effectivement… Alors, une ordonnance, j'imagine, bien sûr, dématérialisée. Est-ce qu'on peut extraire les données de cette ordonnance pour créer un traitement de fond? Oui, j'ai oublié le raccourci. Je ne sais plus si c'est un clic droit. Parmi les raccourcis ici. Si c'est pour créer une ordonnance, il suffit d'appuyer sur le bouton J ou F que vous avez juste à côté des Feralgan. Oui, mais là, c'est pour le déclarer en traitement de fond. C'est l'inverse, je crois que Madame… Alors, si c'est l'inverse, il faut aller sur le pack SRI, avoir l'historique des remboursements qui est noté à la Sécu. À partir du moment où vous avez l'historique des remboursements qui est noté à la Sécu, vous pouvez les incorporer directement. Il suffit d'appuyer sur la petite croix en forme de pharmacie en bas de l'écran. Merci pour cet éclairage. De rien. C'est un moment où on a déclaré ça. Mais bon, là, c'est un patient fictif. Si, voilà. En gros, vous modifiez la raison de la prescription et là, vous pouvez rajouter un nouveau problème de santé. Alors, si le patient n'a pas sa carte vitale, confirmez-vous que la mise à jour du DMP est possible à partir de Crossway? Création du DMP sans carte vitale, non, puisque Pas la création du DMP, l'alimentation, la mise à jour du DMP à partir de Crossway. Donc, j'imagine une fois que le patient est connu, est identifié comme patient avec déjà une connexion par son professionnel, par son médecin traitant, est-ce qu'il peut y avoir une mise à jour du DMP sans la carte vitale? Pour moi, non. Non, parce qu'à partir du moment où on se connecte sans la carte vitale, le bouton DMP, il n'est pas actif. Donc, comment faire sur Crossway? Comment peut-on faire? Si on n'a pas la carte vitale, oui. Si on n'a pas la carte vitale, on ne peut pas alimenter, au même titre qu'on ne peut pas faire de feuille de soins électronique. Alors, il me semble qu'il y aura bientôt, est annoncé, oui. Ah, monsieur Charon, n'est-ce pas la Côte d'Opale? Vous voulez prendre la parole? Monsieur Caron? Ouais. Monsieur Caron, je vous laisse. Oui, simplement une précision par rapport à la difficulté parfois de disposer de la carte vitale du patient qu'il a oublié ou qu'il a perdu. La carte vitale pourra prochainement être enrôlée dans le smartphone des assurés. Et donc, ça facilitera un petit peu plus la possibilité de vous la présenter, peut-être plus facilement que le morceau de plastique qu'ils ne retrouvent pas ou qu'ils ont cassé ou qu'ils ont égaré. Donc ça, c'est en test actuellement sur plusieurs CEPAM et ça devrait voir le jour début 2022. Alors, comme le disait tout à l'heure dans le témoignage de la médecin de la Côte d'Opale, le DMP, depuis son démarrage jusqu'à maintenant, il y a eu énormément d'évolutions. Il y en aura encore. L'idée, c'est vraiment de fluidifier le dispositif, de simplifier son alimentation et son utilisation. Après, c'est quand même sous contrôle de la CNIL. Toute évolution est vraiment étudiée de très très près par la CNIL. Donc voilà. Donc il y a vraiment une démarche d'évolution, d'alimentation, d'élargissement des services et des facilités d'utilisation, tout en veillant vraiment à ce que le DMP reste le dossier médical du patient avec une garantie de confidentialité. Puis-je me permettre de poser une question orale? Bien sûr. Quand on suit des patients depuis plus de 15 ans,
leur traitement de fond a évidemment évolué, notamment leur hypertension artérielle, etc. On est passé d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion à un inhibiteur calcique en passant par des dérivés nitrés ou des choses comme ça. Enfin bref, comment on fait pour alimenter le volet de synthèse, mais de façon cohérente, sans devoir avoir, j'allais dire, tous les traitements qu'on a donnés, même de fond, depuis plus de 10 ans, voire même 15 ans, voire même des fois 20 ans. Parce qu'on ne s'en sort pas sinon, et notamment avec les génériques, etc. Oui, bien sûr, hein. Le volet médical, le volet de synthèse médicale a vocation à être mis à jour régulièrement et avec uniquement les données qui vous semblent pertinentes et qui sont à jour. Tous les antécédents ne sont pas nécessaires à mettre. Le volet de synthèse médicale n'est pas le dossier patient, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment les éléments importants pour la prise en charge du patient. Tout ne figurera pas dans le volet de synthèse médicale. Tous les petits antécédents, les traitements ponctuels, voilà, c'est vraiment une synthèse des éléments qui vous semblent importants pour la prise en charge du patient au moment où il en est. J'entends bien, je pose la question à M. Antoine Cotte. Comment on fait pour éliminer, par exemple, un antidiabétique oraux par rapport à un autre qui est maintenant prescrit, tandis que l'autre était prescrit il y a 5 ou 6 ans, mais ne l'est plus maintenant. À chaque fois, on doit cliquer et réactualiser en disant ça, c'est plus un traitement de fond, etc., avant de l'envoyer. Soit effectivement, vous inactivez le traitement de fond, soit comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça, s'il vous plaît, nous remontrer? Là, en fait, dans la liste des traitements de fond, vous pouvez décocher ceux que vous ne jugez pas pertinents de faire apparaître sur le volet de synthèse. Et après, on l'envoie comment sur le volet de synthèse? Là, vous avez juste à enregistrer. Là, en fait, le fait qu'on ait décoché, ça met à jour automatiquement le volet de synthèse. Ce qui fait que là, au niveau des traitements au long cours, on trouve juste l'hyperium et le COSAR. Et donc, le bouton enregistrer permet d'envoyer directement. Non, d'enregistrer, vous l'enregistrez dans le dossier. Et secondairement, il faut l'envoyer, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, soit à la validation de la consultation, soit en faisant un clic droit dans les documents, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, vous enregistrez, donc ça va générer un nouveau volet. Oui. Et on va dans les courriers ici. On retrouve les documents qu'on a générés. Donc, toutes les fiches là. Et donc, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, partagez, soit sur le DMP, soit vous l'envoyez via la messagerie. Alors moi, j'ai une question par contre de ce côté. Là, on voit bien effectivement la mise à jour et comment vous faites la mise à jour avec les nouvelles données. Est-ce qu'il y a une sauvegarde des synthèses précédentes? Est-ce qu'il y a un historique des synthèses précédentes? Oui, comme on vient de le voir, là, c'est toutes celles que j'ai générées depuis tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est OK. Et donc, vous avez le volet médical généré, la date et l'heure. OK. Chaque fois, ça s'alimente, d'accord. Oui. Chaque fois que vous enregistrez, ça enregistre une nouvelle version. Et on peut l'envoyer avec la messagerie soit AppyCrypt, soit MSN? Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Crossway, il est interfacé nativement avec MS Santé. Et donc, en fait, à partir du moment où de l'autre côté, il y a AppyCrypt en dernière version qui est interopérable avec MS Santé, la personne de l'autre côté peut recevoir sur son adresse. C'est possible avec AppyCrypt V2, avec la V2 et avec l'interopérabilité d'activer. D'accord, c'est ce que vous aviez précisé tout à l'heure. Il faut être AppyCrypt V2. Oui, absolument. OK. Il va y avoir une communication plus globale sur le déploiement d'AppyCrypt V2. Donc, cette version existe. Vous pouvez la demander auprès d'Appysem si vous avez la V1 et leur demander de comment activer cette interopérabilité, comme le précisait tout à l'heure notre conseiller informatique service. Oui, Y a-t-il une zone commentaire libre comme dans la synthèse annuelle? Alors. La modifier. Une zone de commentaires libre dans le volet de synthèse médicale, c'est ça? Oui.
Il m'a semblé voir tout à l'heure, Monsieur Côté, hein, dans la synthèse médicale, point de vigilance, donc je pense que c'est ça. Que vous pouvez alimenter en commentaire libre. Non, là pour le coup, il faut vraiment que tout soit directement issu du logiciel. Ouais, non, il n'y a pas de saisie de commentaire libre en fait. Donc ce point de vigilance, vous l'alimentez de quoi? Sur le point de vigilance ici? Oui. Je pense qu'il faut aller le rechercher. D'accord, d'accord. Si on reprend le formulaire ici, je pense qu'on doit avoir des points de vigilance sur la partie gauche. Après, je ne sais pas si on peut les alimenter en texte libre, mais ça ne répond pas à la question. En fait, je pense que l'idée, c'était de pouvoir mettre un commentaire en bas de la synthèse éventuellement. Et donc ça, c'est pas possible, c'est ça, hein? Ouais. Sur l'exemple, on ne voit pas la rubrique vaccin dans le volet de synthèse médicale. Comment la mettre? Sur le volet de synthèse, mettre les vaccins. Oui. Je ne pense pas que ce soit prévu dans l'immédiat. Par contre, la rubrique vaccin, elle est prévue dans le DMP, hein. Donc, ça pourrait être… ça ne sera pas forcément dans le volet de synthèse médicale, mais ce sera dans le DMP. Alors, pour un patient qui a déjà créé son DMP, comment accède-t-on aujourd'hui via le logiciel Crossway? Vous avez le bouton ici, en haut à droite, accéder au DMP. Donc, ce bouton qui change de couleur, comme je vous disais, quand on a la carte vitale ou quand on l'a pas. Donc, dessus, je pense que ça ne va pas fonctionner. Alors, dans le DMP, je n'ai pas trouvé le carnet de vaccination. Alors, c'est prévu. Il est prévu, mais je ne suis pas sûre qu'il soit… peut-être qu'il n'est pas simplement… peut-être qu'il n'est pas simplement alimenté, parce que c'était annoncé. J'ai demandé à Madame Adé, puisque ça, elle a suivi Madame Adé de la Dans le Somme. DMP, il n'y est pas encore. Par contre, dans mon espace santé, l'onglet existe déjà. D'accord, donc d'accord, c'est dans mon espace santé, c'était prévu dans le DMP et on le retrouve et dans pour mon l'instant, espace en tant santé. qu'usager, on peut le remplir. Oui, on peut mettre dans… Oui, parce que dans le DMP, l'assuré peut tout à fait mettre les éléments que lui souhaite mettre. Il peut ajouter des comptes rendus, donc il peut ajouter ses vaccinations. D'accord. Alors, j'ai déjà tenté de chercher des infos sur un DMP de patient alimenté d'après ce fameux patient et impossible de trouver une seule info. Alors, si vraiment le patient l'a alimenté, c'est peut-être qu'effectivement, il n'a pas procédé de la bonne manière. En général, ce qu'il y a au moins sur le DMP, ce que vous êtes sûr d'y trouver pour tout le monde, c'est au moins l'historique des remboursements de la Sécu. Ça, nous, on l'alimente de manière systématisée. Donc, cette info-là, vous devez au moins la trouver. Si vous ne trouvez rien du tout, c'est qu'il y a peut-être une manipulation qui n'était pas complètement conforme. Est-ce que ce patient n'aurait pas limité l'accès à certains professionnels de santé? Le problème, c'est qu'il arrive que les patients n'autorisent pas l'accès. Alors, il y a que le fait que les patients n'autorisent pas l'accès, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, et c'est l'objet de notre webinaire, c'est qu'il n'y a que 20% de DMP d'alimentés. Donc aujourd'hui, l'alimentation du DMP n'est pas systématisée, n'est pas satisfaisante, n'est pas suffisante pour qu'il y ait un usage. Et comme on le voyait tout à l'heure, pour qu'il y ait un usage régulier, il faut qu'il soit non seulement créé et alimenté. Et donc là aujourd'hui il y a vraiment un gros enjeu avec notamment les médecins traitants, mais ensuite également il y a des négociations qui vont dans ce sens-là avec les autres professionnels de santé de ville, infirmières, kinés, etc. Pour que justement le DMP soit alimenté. Dans tous les cas, le DMP aujourd'hui, tous les DMP créés disposent de l'historique des remboursements de l'assurance maladie, donc ça forcément vous devez le trouver. Et aussi, le médecin traitant, s'il est bien médecin traitant, a accès à toutes les rubriques.
Donc, un médecin traitant qui va sur le DMP d'un de ses patients doit pouvoir accéder à toutes les rubriques. La notion d'accès limité aux professionnels de santé, c'est pour les autres professionnels de santé qui ont, voilà, qui ne connaissent peut-être pas déjà le patient ou pour lesquels c'est une première consultation où il n'y a pas eu encore d'accès accordé. Concrètement, excusez-moi, je vous pose la question. Si M. Antoine Côte vient à mon cabinet médical avec sa carte vitale, s'il me donne l'autorisation orale d'aller sur son DMP, je clique sur DMP avec sa carte vitale et il y aura quelque chose où il me faudra une clé particulière avec un code, je veux dire, pour ouvrir son DMP. Non, non, la clé, c'est la carte vitale. Hein, donc, à partir du moment, oui, à partir du moment où M. Côté vous donne sa carte vitale et que vous, de votre côté, vous avez votre carte CPS, c'est la connexion des deux qui va faire que vous pouvez accéder au DMP. L'accord du patient, c'est pas un accord écrit ni un accord verbal, c'est la remise de la carte vitale qui signe l'accord. Et les autres professionnels de santé, infirmiers, kinés, qui ont également une carte professionnelle de santé, est-ce que ça fait cet accord-là également? C'est-à-dire, je donne ma carte vitale, il pourra avoir accès à mon dossier médical partagé le même et de la même façon? Non, parce qu'il y a une matrice d'habilitation par type de professionnel. Donc, c'est-à-dire que l'assuré peut paramétrer cette… Alors déjà, il y a une matrice, c'est-à-dire que par défaut, tous les professionnels ne vont pas avoir accès à toutes les rubriques. Et en plus de ça, l'assuré, lui, peut poser des limites, peut interdire des accès, peut masquer des données aux autres professionnels que son médecin traitant. Ouais, donc, une question, le médecin traitant a accès à la totalité des informations? Oui, oui. Oui, c'était… Parce que honnêtement, c'est une grosse crainte. Alors, je prends un exemple de ce que vous avez cité au départ, c'est-à-dire éviter les examens redondants. Oui. C'est-à-dire que si un patient ne peut pas cacher qu'un examen a été fait à son médecin traitant. Si l'examen est renseigné dans le DMP, non, il ne peut pas le cacher. Alors, il ne peut pas le cacher le résultat. Et en plus, sur l'historique des remboursements, vous allez avoir, alors sauf si c'est fait en hôpital, etc. Mais un examen qui est fait, qui est coté, qui est mandaté en libéral, va apparaître dans l'historique des remboursements. Donc déjà, vous verrez que l'examen a été réalisé. Et ensuite, vous pouvez avoir le détail, le compte rendu, si le professionnel qui a réalisé l'examen renseigne le DMP. La première version… La question était vraiment par rapport à l'hôpital. Alors, par rapport à l'hôpital, si effectivement c'est pris dans le forfait hospitalier, vous n'allez pas forcément le retrouver dans l'historique des remboursements. Il faut que l'hôpital alimente le DMP de ces données-là. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Non, allez-y, madame. J'allais juste préciser que cette notion de médecin traitant qui a accès à toutes les données a été vraiment remise à jour avec la V2 du DMP. La V1 du DMP, effectivement, permettait à ce qu'il y ait des données masquées au médecin traitant. Or, pour que le médecin traitant puisse complètement assurer une prise en charge de qualité auprès de son patient, il faut qu'il puisse avoir accès à l'ensemble des données. Maintenant, s'il n'y a plus de contrat de confiance entre l'assuré et le médecin traitant, il peut changer de médecin traitant. Mais à partir du moment où il a un médecin traitant, le médecin traitant a accès à l'ensemble des données. Et vos données sécurité sociale, quand vous dites le DMP, il peut être éventuellement vide, mais par contre, il y aura les renseignements de remboursement de sécurité sociale. Comme oui, la carte vitale. Oui, mais avec la classification commune des actes médicaux, est-ce qu'on aura quand même IRM cérébral, et électromyogramme, électroencéphalogramme, où on aura une cotation? Ça veut dire que nous, on ne connaîtra pas, on sera paumé. On s'est déjà noté IRM et compagnie. C'est bien marqué? C'est noté IRM, c'est noté scanner, c'est noté fond d'œil. Les examens sont vraiment notés en toutes lettres. Il y a les examens. Après, il n'y a peut-être pas le détail complet de la prescription. Hein. Et il y aura donc IRM cérébral, mais absolument pas, pour l'instant, les données de la Sécu que vous nous donnez, il n'y aura que la prescription, j'allais dire, mais pas le compte-rendu.
Non, il n'y a pas le compte-rendu dans ce que la Sécu, dans ce que l'assurance maladie renseigne, tout simplement parce que ça relève, c'est une donnée médicale et que nous n'avons pas accès au niveau de l'assurance maladie aux données médicales. Seul le service médical peut y avoir accès si les données médicales ne sont accessibles que par le service médical de l'assurance maladie et pas toutes les données. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que c'est toute la différence entre le DMP et l'historique des remboursements. L'historique des remboursements, vous avez accès au fait que la sécurité sociale ait remboursé un acte, quel type d'acte, d'accord, mais vous n'avez pas de données médicales, donc pas du tout compte rendu. C'est bien la différence. Il faut bien avoir en tête entre l'historique des remboursements et le DMP. Le renseignement par l'assurance maladie, enfin l'historique des remboursements, ça donne déjà une idée sur les traitements qui ont été pris, ça donne une idée sur s'il y a une redondance d'examen, voilà, ça donne une idée. Mais effectivement, il n'y a pas les comptes rendus, il n'y a pas les données médicales. Et il n'y aura pas, hein, et c'est tout à fait normal, il n'y aura pas ce genre de données. Il faut qu'ensuite, le médecin qui réalise l'examen renseigne, lui, le compte-rendu. Et vraiment, dans les hôpitaux, on a fait un gros travail ces dernières années. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui alimentent. Et eux, quand ils alimentent de manière systématique. C'est-à-dire qu'ils décident en CME des documents qui vont être intégrés dans les DMP. À partir du moment, donc ils listent les comptes rendus opératoires, comptes rendus d'anesthésie, enfin ils listent tous les documents, tout ce qui est examen de radiologie, et à partir du moment où c'est coché, c'est automatiquement alimenté dans le dossier du patient. Et ça, c'est un travail qu'on continue à faire avec les établissements, donc ça progresse. Si en parallèle, la médecine de ville alimente aussi de son côté, on va vraiment avoir des DMP qui seront riches, et riches dans le sens où ils vont vraiment permettre des alimentations, voilà, en tout cas des carnets de santé qui seront complets, qui permettront une bonne prise en charge du patient. Il y avait des freins à une époque sur le DMP, ça se lève de plus en plus. Moi, j'ai rencontré les équipes médicales de l'hôpital psychiatrique d'Axonay et même les professionnels de l'hôpital psychiatrique Axonay sont dans la démarche d'alimenter le DMP, alors que c'était une spécialité qui était beaucoup plus inquiète des données qu'on pouvait y mettre. Donc vraiment, je crois qu'il y a une prise de conscience sur l'intérêt du DMP et que l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de l'assurer. C'est vraiment ça. Voilà, c'est ça en fait. Pour résumer, depuis des années, en fait, un médecin généraliste peut consulter l'historique des remboursements. Donc, si vous conseillez à un patient d'aller faire une consulte chez l'ophtalmo, vous pouvez constater qu'il a effectivement fait une consultation chez l'ophtalmo, qu'il a fait un fond d'œil. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le résultat du fond d'œil. D'où l'intérêt justement du DMP, c'est d'avoir ce résultat d'examen. Question pour Madame Caron. Bon, on vit dans une société qui va de plus en plus vite. OK. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vu, vous, une extension justement d'information dans la qualité de renseignement du DMP? Parce qu'au départ, l'ouverture des DMP a été faite surtout à les 90% à ma connaissance par les pharmacies, mais c'était une coquille vide. On avait à un moment donné, il me semble, 5 millions de DMP d'ouverts par les pharmacies, 10 000 DMP ouverts par les services hospitaliers. Est-ce que vous, maintenant, vous avez une augmentation de cette qualité? Parce que, bon, la coquille vide, c'est bien gentil pour les pharmacies, mais c'est tout, quoi. C'est à moi que vous posez la question Oui, oui, oui. Alors, non, c'est qu'il y a eu un déploiement en plusieurs phases. C'est-à-dire que pour que le DMP existe, il fallait déjà le créer. Et cette phase de création, effectivement, on s'est appuyé sur les pharmacies qui ont les patients en face d'elles, et pas simplement les patients lourds, mais bien sûr tous les patients qui ne vont pas à la pharmacie aujourd'hui, hein, ne serait-ce que pour chercher un antalgique de premier niveau. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer, et ça s'est créé par les pharmacies, entre autres, et aussi
aussi beaucoup par les accueils des CEPAM. Hein, alors, c'était simplement de la création, c'est-à-dire qu'on ouvrait le dossier, on n'avait accès à aucune donnée, tout comme les pharmacies. Donc, il fallait une première vague de création qui a fonctionné, puisqu'on en a créé 1 million dans les Hauts-de-France, pour qu'ensuite, on puisse demander l'alimentation. On ne pouvait pas demander une alimentation de dossiers qui n'existaient pas. Et là maintenant, c'est ce qu'on fait. Hein, on essaye vraiment de faire monter en puissance cette alimentation. La création va s'automatiser. On essaye de faire monter en puissance cette alimentation pour qu'on n'ait plus ces coquilles vides, mais qu'on ait vraiment des dossiers qui soient construits, qui soient complets et qui soient utilisés. Hein. Donc alors ce que vous dites, c'est vrai, c'était une première phase. Hein, la création était une première phase. Est-ce que ça répond à votre interrogation? Oui, oui, tout à fait. Et est-ce qu'on pourra maintenant mieux ranger le DMP? C'est-à-dire que pendant un temps, c'était le bureau où on empilait des feuilles, c'est-à-dire par exemple le résultat de la coronarographie était au même étage, j'allais dire, que la vaccination contre la grippe. Est-ce qu'on va pouvoir voir, ah, ça c'est important, il a une sténose de la coronaire, ça c'est beaucoup plus important que la petite vaccination antigrippale? Alors, ce qui va être important, c'est que bon, il y a effectivement dans le DMP entre guillemets des cases. Hein, il y a des rubriques qui vont permettre de ranger les documents et de les prioriser. Donc, il existe bien sûr des rubriques. Mais ensuite, c'est là que le rôle du médecin traitant est primordial. C'est lorsque le médecin traitant va recevoir un compte rendu ou qu'il y a un événement sur la santé de son assuré, il va pouvoir mettre à jour le volet de synthèse médicale et finalement, tous les éléments vraiment essentiels vont se retrouver dans le volet de synthèse médicale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on présente vraiment ce volet et c'est vraiment c'est vraiment l'essentiel de ce qui est attendu du médecin traitant, c'est qu'il renseigne ce volet-là. Ensuite, bien sûr, les comptes rendus d'examen, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus opératoires peuvent être soit renseignés par l'hôpital, soit renseignés par l'autre libéral que le professionnel, que l'assuré aura consulté, soit par le médecin traitant. Et il y a effectivement des rubriques qui s'affinent. Hein, c'est encore neuf. On a l'impression qu'on en parle depuis très très longtemps, mais vous savez, les changements d'habitude, c'est long. C'est encore neuf et c'est vrai que cet outil se perfectionne et s'affine. Et aussi, il va s'affiner en fonction des remontées qui sont faites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'alimentation va se faire, les difficultés qui seront rencontrées donneront lieu à simplement des fonctionnalités supplémentaires. Là, ce qui a été remonté en premier lieu, c'était le manque de simplicité, le manque de fluidité, et c'est le travail qui a été mis en place entre la CNAM et les éditeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser cet outil et à faire remonter ces imperfections, puisque c'est aussi ça qui permet après de le faire évoluer. Rachel, je rebondis sur la question de Jean-Luc concernant effectivement la nécessité de la carte vitale. Peut-être qu'elle est nécessaire effectivement pour enrichir, mais pour la consultation, elle est vraiment nécessaire, cette carte vitale? Je ne suis pas sûr. Pour la consultation? Ouais. Monsieur Côté, est-ce que Crossway nécessite la carte vitale pour la consultation? Je vais demander confirmation, parce que je n'en suis pas sûr là. Il me semble que si vous êtes le médecin traitant, en tapant vous êtes déjà enregistré en tapant le NIR, le numéro de sécu, vous avez accès. Mais on tape le nom et c'est bon, hein, on a le dossier. Et voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai en tête, hein, c'est qu'effectivement, à partir du moment où le patient vous a donné une autorisation une première fois, pour la consultation et l'alimentation, logiquement, il n'y a pas besoin de redemander la carte vitale. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que s'appuient les établissements, puisque les établissements, à partir du moment où le patient a donné son autorisation via la carte vitale, ils peuvent alimenter. Alors, ils ne peuvent pas forcément agir sur ce dossier, mais ils peuvent l'alimenter. Donc, il me semble que pour la consultation pour le médecin traitant, à partir du moment où il y a eu un accord, vous pouvez le faire. Mais bon, on va demander à Monsieur Côté de nous renvoyer après sa confirmation et on le mettra, quand on vous enverra justement le support de présentation, on mettra cette réponse dans le support, enfin avec les éléments.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions par rapport à la présentation? Voilà. Donc, la prochaine étape, vraiment, ça va être, dès à présent, effectivement, vous pouvez vous familiariser avec l'outil. Et puis, effectivement, donc là, avec la présentation de Crossway, ça rend les choses quand même plus concrètes. L'avenant 9 va être, je pense, aussi un élément déterminant dans l'alimentation des DMP. Voilà, et puis vos caisses primaires d'assurance maladie restent à votre écoute. Nous avons également, alors il y a bien sûr les éditeurs qui ont un grand rôle dans l'accompagnement, mais nous avons aussi des conseillers informatiques services qui peuvent intervenir et accompagner aussi les professionnels dans les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans les utilisations. Et puis surtout, voilà, dès le 1er janvier, quasiment tout le monde aura son DMP, enfin 1er janvier. On va laisser le temps quand même de créer, mais en tout cas, dès le début de l'année 2022, tout le monde aura son DMP. On peut déjà alimenter ce qui existe actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Votre réaction? Hop. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, docteur Bodiou. Alors, j'ai bien compris donc que le DMP, bon, il va se lancer là en janvier 2022, mais je veux dire, vous dites qu'il faut l'alimenter, mais je veux dire, est-ce que ça va se faire automatiquement à partir du logiciel, ou alors il faudra remarquer tout, parce que ça va demander un temps fou quand même. Non, justement, c'est vraiment l'objet. Alors déjà, le DMP, c'est pas le DMP qui arrive, c'est vraiment mon espace santé qui arrive. Le DMP, il est déjà là. Et Monsieur Côté va nous montrer, mais une fois que le volet de synthèse médicale est complété, vous pouvez l'enregistrer. Et Monsieur Côté, je vous invite à nous montrer. Il y a juste un clic à faire et ça alimente le DMP du patient. Il y a bien sûr, l'idée, c'était justement ça, et c'était un des freins principaux des médecins qui disaient, mais nous, on ne peut pas avoir notre dossier patient et remettre les éléments dans le DMP. Donc là, le logiciel permet de créer le volet de synthèse médicale avec les éléments principaux et ensuite d'être immédiatement transféré dans le DMP. Je vous laisse faire, Monsieur Côté, je vous laisse montrer comment ça se passe. Oui. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, soit vous passez par la partie courrier ici, où vous retrouvez le volet médical, le volet de synthèse, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit et vous l'envoyez sur le DMP ici. Ou alors, on peut faire vraiment encore plus simple, au moment où vous avez terminé votre consultation et au moment où vous la validez ici. Hop, publication du VSM dans le DMP ici. Et donc là, il n'y aura aucun, disons, document. Là, en fait, c'est le volet de synthèse. Oui. Mais bon, c'est assez succinct, quoi, finalement, quand même. Oui, ça c'est vraiment le volet de synthèse. Après, effectivement, et vous allez voir avec la nouvelle convention, la convention qui va commencer à être négociée pour 2023, et avec cet avenant 9, vraiment l'idée c'est de promouvoir les usages du DMP, et l'idée ça va être que à chaque consultation, si vous voulez, vous allez alimenter finalement ce volet de synthèse médicale avec les nouvelles données. Il y aura des mises. Alors le volet de synthèse médicale, lui, en tant que tel, doit être mis à jour une fois par an, c'est ce qui est préconisé, une fois par an ou en fonction des événements de santé pour le patient. Donc ça, c'est ce qui est plutôt préconisé. Et puis ensuite, à chaque consultation, finalement, vous allez repréciser un traitement, vous allez pouvoir alimenter. Le volet de synthèse médicale, il est issu des données du dossier du patient. Donc, les données du patient, elles sont mises à jour à chaque consultation. Et effectivement, ça va faire du volume, c'est ce que je viens de voir. Oui, donc là, c'est pour ça que je vous encourage vivement à expérimenter dès à présent, puisque nous avons 1 million de DMP dans les Hauts-de-France. C'est beaucoup et à la fois, c'est encore peu. Une fois que mon espace santé va arriver, 95% des gens auront leur DMP. Donc, effectivement, c'est un usage, il faut se familiariser avec cet outil dès à présent.
avec cet outil, avec cette pratique même. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas encore parfait, mais l'objectif, c'est comme nous l'a montré Monsieur Côté, c'est qu'il y ait une ergonomie maximale de par les professionnels de santé pour alimenter ce DMP, qui va à terme, l'objectif, c'est également de retrouver tous les résultats d'analyse médicale automatiquement en un clic, de retrouver tout ce qui est sorti d'hôpital, d'hospitalisation avec post-opératoire, etc. Donc, l'objectif, c'est ça. Aujourd'hui, on est sur une mise en place, mais à terme, tout va être ergonomisé pour que tout soit mis de manière en un clic ou en 2 clics, quoi. D'accord. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, ce qui me fait peur dans ce truc, bon, moi, je suis à très peu de temps de la retraite, je suis à 1 an. Je veux dire, pour le moment, je pense que je n'aurai pas de successeur. Là. Quid de toutes les données vont être perdues, quoi, hein. Mais non, c'est justement là l'intérêt, monsieur. C'est justement là l'intérêt du DMP, c'est-à-dire que lorsque vous renseignez ce DMP, le volet de synthèse médicale et le DMP, le patient, tous vos patients, lorsqu'ils vont être dans l'obligation de retrouver un médecin traitant, ils vont s'adresser à une multitude de médecins traitants. Et ces différents médecins vont pouvoir avoir les éléments essentiels du profil de santé de vos patients pour justement enchaîner la prise en charge. Hein, le DMP est vraiment la propriété du patient. Donc, tout ce que vous allez pouvoir alimenter via le volet de synthèse médicale va être utile pour la prise en charge ultérieure, pour la reprise de la prise en charge de vos patients. Donc, j'ai envie de dire, ça a presque même d'autant plus d'intérêt dans votre cas. Et dans le cas de vos patients. Je peux me permettre de répondre à la question qui vient d'être posée. Là, pourra-t-on importer des informations de mon espace vers le dossier patient? Oui. Donc, via le DMP, oui, puisqu'en fait, c'est l'idée justement, c'est de pouvoir pousser de l'information structurée dans les 2 sens. Donc là, on vient de voir comment on l'envoie vers Crossway. Là, malheureusement, moi, je peux pas me connecter au DMP parce que j'ai pas de carte CPS et Vital valide. Mais l'idée, c'est effectivement, quand on accède au DMP, on retrouve les éléments structurés, on coche les items qu'on souhaite pouvoir récupérer de façon structurée dans Crossway notamment. Alors, une autre question aussi sur si le patient n'a pas son DMP, peut-on exporter le VSM? Oui, tout à fait. Hein, donc, vous pouvez envoyer via une messagerie sécurisée de santé. C'est vraiment l'intérêt aussi du volet de synthèse médicale. Donc, soit c'est dans le DMP et ça peut être récupéré via ce vecteur-là, soit effectivement, vous pouvez transmettre aussi le volet de synthèse médicale. Donc, ça permet d'avoir les éléments essentiels pour une prise en charge rapide. Madame Rachel Chauvet, question. Est-ce que actuellement, par exemple sur l'île, le CHR Saint-Philibert, donc que ce soit la fac de médecine État ou la fac de médecine Cato, fonctionne essentiellement avec AppyCrypt? Est-ce qu'il y a une compatibilité AppyCrypt et MSM? Alors, on avait partiellement, enfin, je pense qu'on avait répondu un petit peu à cette question tout à l'heure. AppyCrypt, qui est un logiciel d'Apicem, de la société Apicem, a revu son logiciel. Le logiciel AppyCrypt V1 n'est pas reconnu comme une messagerie sécurisée de santé. Par contre, leur logiciel V2, AppyCrypt V2, est reconnu comme une messagerie sécurisée de santé. C'est une messagerie sécurisée de santé. Ensuite, pour que cette V2 fonctionne avec les autres messageries de sécurisée de santé, il faut activer l'option, en fait, c'est une manipulation à faire sur le logiciel pour activer cette interopérabilité. Ce qu'on appelle interopérabilité, c'est le fait que ça puisse fonctionner avec les autres messageries sécurisées de santé. Donc, si vous avez la V2, il suffit de demander à votre éditeur comment activer. Et si vous avez la V1, vous pouvez effectivement demander à avoir la V2.
Je pense, est-ce que ça répond à votre question Simplement, est-ce que je peux, moi, avec AppyCrypt V2, communiquer avec quelqu'un qui serait sous MSN? Oui. MSN, MS Santé. MS Santé. Oui, oui, excusez-moi, MS oui. Santé. Avec AppyCrypt, oui, avec AppyCrypt V2, avec l'option, enfin, avec l'interopérabilité d'activer. Parce qu'on a eu le cas de certains médecins qui, effectivement, nous disaient « je ne comprends pas, j'ai la V2, ça ne fonctionne pas ». C'est parce qu'il y a une fonction à activer. Il y a un paramétrage à faire dans la V2. Et je dois le demander à Apicem ou à mon éditeur de logiciel CGDIM? Apicem directement. Apicem, parce que là, c'est par rapport à Crypt. Oui. D'accord. Merci. Alors, attends, je vois qu'il y a d'autres… Oui, voilà. Donc, ils ont activé. Donc, c'est bon. Alors oui, donc on a la précision, c'est actif sous 48 heures, l'interopérabilité quand c'est activé pour AppyCrypt. Donc, merci pour cette précision. Et comment peut-on savoir si on est en V1 ou V2? Parce que les normes de laboratoire, tiens, ça c'est intéressant pour M. Cotte, certains laboratoires, on peut facilement intégrer nos biologies dans le dossier du patient, et par contre d'autres, c'est impossible, et il faut savoir et jongler avec eux en leur disant je suis avec tel… voilà. Alors, voilà, de toute façon, logiquement, AppyCrypt permet, et c'était une des fonctionnalités phares d'AppyCrypt, c'était de permettre dès la V1 de permettre l'incrémentation directe des données de labo. Maintenant, si vous ne savez pas quelle version vous avez, il faut que vous consultiez votre éditeur, donc Apicem, pour faire le point avec eux sur votre équipement, qu'ils puissent effectivement vous renseigner sur la version que vous avez et vous accompagner pour que vous ayez la bonne version et les bonnes fonctionnalités. Voilà. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à… Oui, pour repréciser encore sur AppyCrypt, il y a une grosse communication d'Apicem qui est prévue pour la semaine prochaine, pour le 4 octobre, aussi bien pour les clients qui seront en V1 ou les clients qui seront en V2 et qui ne seraient pas en interopérabilité. Et ça, c'est prévu. Donc, c'est vraiment en cours, ça. Très bien. Et ils communiquent comment pour nous, la base? Alors là, je ne connais pas leur vecteur de communication. Est-ce que ce sera par mail? Est-ce que ce sera par… J'ai pas la précision, mais par mail, souvent. Certainement en destination de leurs utilisateurs, j'imagine. Je pense qu'ils vont effectivement communiquer auprès des utilisateurs qui ont la V1. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le volet de synthèse médicale, sur son alimentation et son transfert ensuite dans le DMP? C'est vrai que donc, mon espace santé va vraiment révolutionner. L'avenant 9, c'est vraiment un avenant qui est extrêmement riche en nouveautés et qui va permettre vraiment de déployer les usages. Donc ça va vraiment vous être présenté. Si vous n'avez plus de questions, et je vous laisse encore un petit peu de temps pour vous manifester, mais si vous n'avez plus de questions, moi, il va me rester remercier chacun des participants, Monsieur Côté. Et puis, j'aimerais aussi pouvoir passer la parole à Madame Adé, qui est directrice adjointe à la CEPAM de la Somme et qui pilote le projet DMP depuis le départ, depuis plusieurs années, et qui pilote aujourd'hui, du coup, du déploiement de mon espace santé. Donc, je passe la parole à Madame Adé, si elle le veut bien. Oui, je le veux bien. Merci Rachel. Donc, simplement pour vous dire que avec la crise, voilà, on a vu que le numérique en santé
a été beaucoup utilisé. On l'a vu notamment avec le nombre de téléconsultations qui n'ont cessé d'augmenter de mois en mois. Le Ségur de la santé, dans lequel figure un pan sur effectivement la rémunération des professionnels de santé des établissements notamment, prévoit un pan extrêmement important sur le numérique en santé. C'est 2 milliards d'euros qui ont été débloqués par le national pour à la fois donc demander aux éditeurs de se mettre en conformité avec un cahier des charges pour aider les professionnels de santé de ville à avoir un logiciel qui facilite, je dirais, à la fois l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information, mais aussi l'alimentation du DMP et l'utilisation de la messagerie. Avec également la création d'une plateforme qu'on appelle Mon Espace Santé. Donc, dans la Somme, puisque je suis dans la Somme, nous avons la chance d'être pilote sur Mon Espace Santé. Donc, tous nos usagers, quel que soit le régime et quel que soit l'âge, peuvent aujourd'hui activer leur espace santé ou s'y opposer. S'ils ne l'activent pas, on va ouvrir dans un délai d'1 mois et de quelques jours cet espace santé. Ce qui veut dire que à partir, pour les Samariens, en tout cas à partir de la mi-octobre, je dirais 95% des Samariens auront ce dossier médical d'ouvert. Et pour le territoire national, c'est à partir de janvier et ça va s'étaler jusqu'à environ mi-avril, puisque c'est 65 millions de courriers et de courriels qui vont être adressés, indiquant l'arrivée de Mon Espace Santé, les différentes fonctionnalités, et notamment une fonctionnalité importante, au-delà du dossier médical que les usagers vont retrouver s'ils avaient ouvert leur dossier médical, mais surtout une messagerie sécurisée que l'on appelle citoyenne. Donc, ce n'est pas l'assurance maladie qui a donné le nom, c'est l'État qui a donné ce nom-là, qui vous permettra aussi, dans le cadre de l'espace de santé MS Santé, puisqu'on en a beaucoup parlé ce soir, voilà, d'envoyer de l'information à vos patients, d'envoyer une ordonnance, de lui dire, par exemple, j'ai reçu vos résultats de biologie, tout va bien, on maintient le traitement, ou voilà, j'ai besoin de vous revoir, je vous donne rendez-vous, voilà, telle heure, telle date. Donc voilà, vous voyez, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être mis en place pour vos patients, pour vous-même, pour faciliter aussi l'échange entre professionnels de santé, mais également avec vos patients. Donc voilà, on est dans… C'est un petit peu une petite révolution en France. On est beaucoup en retard si on se compare aux autres pays européens. Je pense le Luxembourg, tout près de nous, où ils ont déjà mis en place le dossier médical depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment important. Nous, notre ambition ce soir, c'était de vous mettre en relation avec votre éditeur pour faciliter, en tout cas pour vous éclairer sur la manière à la fois de compléter le dossier médical, en tout cas le volet de synthèse médicale, et de l'envoyer dans le dossier médical. J'espère que nous avons atteint notre objectif. En tout cas, merci voilà, d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, pensez que demain, c'est une grande révolution et que vous allez avoir voilà, 95%, voire au-delà. Parce qu'aujourd'hui, dans l'expérimentation, nous sommes 3 départements à le mettre en place. Nous n'avons que 0,3% d'opposition. Donc, massivement, les usagers ouvrent leur dossier, leur espace santé qui comprend le dossier médical partagé. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci Valérie. Très bien. Je vais, Monsieur Côté, je crois que vous aviez une information, vous m'aviez demandé l'autorisation de passer sur une porte ouverte. Écoutez, je vous propose de le faire si vous l'avez sous la main, ou en tout cas de le dire oralement. Tout à fait. Je vais repartager mon écran juste quelques minutes. Tout simplement, si vous avez Je pense que pour les participants, effectivement, leur interlocuteur pratique, c'est bien Crossway, c'est Cegedim. Voilà, donc en fait, on fait une journée porte ouverte à Arras le 21 octobre.
Donc, en gros, l'idée, c'est de présenter tous les volets de CGDIM Santé. Je ne sais pas si vous avez reçu une communication, mais en fait, jusqu'en début d'année, de cette année, on avait différentes filiales. Donc, il y avait CLM qui gérait les médecins libéraux et les maisons de santé. On avait RM Ingénierie qui gérait toute la partie paramédicale, SmartRx pour toute la partie pharmacie, Maya pour la partie agenda. Et donc, le groupe CGDIM a décidé d'uniformiser justement toutes ces filiales en créant CGDIM Santé, donc qui regroupe toutes ces filiales en une seule grosse entité vraiment dédiée à la santé. Et donc là, on profite de cette occasion pour faire une journée porte ouverte donc, à laquelle seront présents donc, moi, ma collègue Caroline du Nord, mes collègues qui gèrent les paramédicaux, mes collègues de chez Maya, et pour vous partager justement tout ce qu'on est capable de vous mettre à disposition, à la fois en termes de logiciels utiles pour la gestion de cabinet, mais également tout le volet maison de santé pluriprofessionnelle, donc avec l'aspect libéral, médical et paramédical. Et j'espère un gros zoom sur le volet de synthèse médicale. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me permettrai juste de vous renvoyer l'invitation, comme ça, si vous pouvez la partager dans le PowerPoint que vous enverrez par la suite. Et je vous mettrai également le lien d'inscription, comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus pour pouvoir y participer, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. D'autres réactions? Madame Adé qui a amené des éléments de conclusion, mais voilà. Il n'y a plus de… Oui. Si je peux me permettre, toujours, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Je vous remercie beaucoup puisqu'on a donné la parole à CGDIM. Je répète, puisque je suis abonné à CGDIM depuis 20 ans, quand on téléphone à la CPAM, on a une musique qui nous dit dans 4 minutes, vous avez un délai d'attente de 4 minutes. Quand on téléphone à PICEM, c'est exactement la même chose. Quand on téléphone à la hotline de CGDIM, eh ben, on n'a rien du tout et des fois, on attend une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, à l'heure de la communication, je demande à CGDIM d'améliorer sa hotline et ça fait au moins 5 ans qu'on le demande. Merci beaucoup. Merci. Je crois que M. Côté a bien entendu qu'il va remonter la demande. Mais remontez-le à qui de droit, parce que c'est vrai que c'est d'un pénible. Et tout le monde le reconnaît de façon off, mais jamais de façon on. Eh bien là, c'est fait pour aujourd'hui. Je vous en remercie. Voilà. En tout cas, je vois que certains de nos participants nous quittent et nous saluent. Donc, il me reste à faire de même, à vous remercier pour vos participations, vos questions, vos interventions. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez contacter bien sûr votre éditeur, votre CEPAM, nos conseillers informatiques services, les délégués d'assurance maladie pour les éclairages conventionnels. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Merci à tous. Au revoir.